toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je continue sur ma lancée. Je vais lire le compte-rendu de l'audience qui s'est tenue le mercredi 1er octobre 2025. On est au 7e jour du procès. Donc cette journée va être consacrée à l'audition des proches et amis de Delphine. Donc un peu comme la journée d'hier. Voilà. Alors pour ça, je vais lire les trades de Juliette Campion ou du Nouveau Détective. Mais contrairement à ma précédente vidéo, en fait, je vais me focaliser uniquement sur un des deux trades parce que hier, c'était vraiment pénible. En fait, je slalomais entre les deux trades et ça devient vite fastidieux. Donc là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais me concentrer uniquement sur l'un ou l'autre, enfin sur les posts de l'un ou l'autre, parce que sinon, je vais m'emmêler les pinceaux et ça va être, ce sera plus facile pour la lecture. Je pense que ce sera beaucoup plus fluide. En fait, ils ont un style différent tous les deux. Mais pourquoi j'ai slalomé entre les trades? Parce que justement, quand un donnait des détails, l'autre n'en donnait pas, et vice-versa. Mais je trouve qu'à la lecture c'est pas du tout fluide, ça coule pas, donc je pense que je vais vraiment me focaliser sur un des deux trades. Le Nouveau Détective, je pense qu'il a un style, il rentre peut-être moins dans les détails, mais c'est un peu plus personnalisé, et les posts de Juliette Campion sont bien, parce qu'ils sont plus détaillés, mais c'est un peu plus protocolaire, donc voilà. Mais en substance, hein, ils disent la même chose de toute manière, hein, puisqu'ils retranscrivent la même audience. Ce que je vais faire, je pense, aujourd'hui, c'est que je vais partir sur les trades du Nouveau Détective. Et puis, je vais rester dessus. Voilà. Donc, je vais commencer la lecture du compte-rendu. C'est parti, let's go. 7e jour du procès Jubilard. Le programme du jour est éclectique avec l'audition des amis de Delphine, dont Anne, qui est aussi partie civile. Nous entendons aussi l'institutrice de Louis au moment des faits. Bonne journée et bon live. Et en fait, c'est Mathieu Fourquet en fait qui poste ses tweets. Hein. Enfin, c'est lui qui retranscrit, qui est présent à l'audience. Alors, avant le début de l'audience, je voulais juste vous signaler que le prix du café au tribunal d'Albi est passé de 60 centimes à 80 centimes. Il n'y a pas de petit profit. Ah, effectivement. Bon. Donc la journée commence. Anne, une amie de Delphine, s'avance à la barre. Elle est partie civile. Ah oui. Donc en fait, elle fait pas juste que témoigner. Elle est également, elle s'est constituée partie civile. Et donc je crois qu'elle n'a pas besoin de témoigner sous serment. Alors, j'ai 2 enfants qui étaient scolarisés dans la même école que les enfants Jubilard. C'est comme ça que je suis devenue proche de Delphine. Lors de ma séparation, elle a été très soutenante, très présente. C'est là que nous avons tissé des liens forts et là que j'ai pu apprendre des choses plus intimes sur Delphine qui n'est pas du genre à se livrer. Je me suis séparée en janvier 2019. J'ai connu un couple complice, proche, avec quelques gestes affectueux, comme se tenir la main, et puis il y a eu le temps où Delphine m'a dit qu'elle n'en pouvait plus. Cédric a un jargon propre à lui-même, c'est cru, vulgaire. Passer du temps avec Delphine une après-midi, c'était avoir quelqu'un de jovial, de souriant, et l'arrivée de Cédric pouvait provoquer un on-off chez elle. Ouais. Bah ça, il l'avait déjà dit, hein, le témoignage des proches de Delphine avait dit qu'elle était plutôt joviale, souriante, et que dès que Cédric arrivait, en présence de Cédric, elle s'éteignait, elle se renfermait, elle se recroquevillait sur elle-même, c'était plus la même personne. Donc là, le témoignage, il a l'air de corroborer ce qui a déjà été dit. Hein. Alors je continue. Elle m'a déjà dit qu'elle avait honte de lui, de sa façon de parler. Elle avait aussi honte de comment il s'habillait. Il a rabaissé verbalement en donnant des mots vulgaires, incisifs. Elle n'avait pas de place pour s'exprimer. Elle n'existait plus. Il n'y avait que Cédric. Il occupait toute la place. Vous avez dit qu'il peut dégoupiller. Oui. Une fois, nous étions au lac. Nous étions nombreux. Il y avait Cédric et Delphine. Alors que nous étions en train de parler, on s'est rendu compte que les enfants étaient partis faire le tour du lac seuls. On n'était pas contents. Je me suis dit, quand ils vont arriver, ils vont entendre parler du pays.
Louis est arrivé vers son père et Cédric a retiré sa tongue. Il tenait son fils par le bras et lui donnait de sacrés coups sur les fesses. Le corps de Louis oscillait sous les coups de tongue. Mais c'est vraiment... Il était vraiment apparemment super violent quoi avec son fils. Il n'hésitait pas à lui taper dessus. C'est vraiment... c'est écœurant quoi. Et je veux dire, apparemment, plusieurs personnes ont été témoins de ça, de l'entourage de Delphine, etc. Et personne ne disait trop rien. Donc je reprends. Delphine m'a dit qu'elle voulait divorcer, que sa décision était prise. C'était à l'été 2020. C'est l'histoire du CDI qui l'a fait découpiller. Elle voulait faire un crédit pour acheter un véhicule et elle ne pouvait pas sans le CDI de Cédric. Elle n'en pouvait plus. Ouais, parenthèse, là, ça me dit quelque chose, l'histoire du crédit pour la voiture. Ouais, le crédit pour acheter un véhicule, parce que justement, je crois la semaine dernière, quand ils ont auditionné l'ex-procureur de la République, les avocats de la défense de Cédric, qui sont particulièrement hargneux, mais en même temps c'est leur boulot, avaient reproché, je crois, à l'ex-procureur d'avoir communiqué de fausses informations, notamment le fait qu'elle aurait contracté un crédit auto. Et en fait, c'était faux, sauf que, en fait, pourquoi elle n'avait pas contracté? En fait, dans l'intention, elle voulait le contracter, le crédit, mais elle n'a pas pu le faire parce que son conjoint, donc Cédric, n'était pas en CDI. Donc, en fait, c'est la vérité, elle voulait contracter un crédit auto. Je continue. Elle avait consulté un avocat. Elle voulait une garde alternée. Pour la maison, elle disait « Je crois rêver. Cédric me demande de payer ma part sur le terrain. » Elle disait qu'il ne finissait pas les travaux, qu'il a demandé à sa mère et son beau-père de devenir locataires de leur maison. Ah oui, oui, parce qu'en fait, il avait acheté, je crois, pour 46 000 euros. Cédric avait acheté le terrain sur lequel il a construit la maison. Et en fait, il voulait, comme ils allaient se séparer, il voulait que Delphine paye la moitié de sa part, en fait. Ok, d'accord. Donc déjà, ça met dans le bain. Ça veut dire que, quand même, plusieurs mois à l'avance, ils savaient très bien qu'ils allaient être séparés, enfin qu'ils allaient se séparer et que voilà, ils prenaient ses dispositions, on va dire. Alors, je reprends. Elle disait donc, Delphine, qu'elle dormait dans le lit et lui sur le canapé. Je le savais car un soir, il m'a demandé de partir pour qu'il puisse dormir sur le canapé. Elle m'avait dit qu'il venait de faire qu'il venait la faire chier la nuit. Il dormait sur le canapé avant la décision de divorce car il ronflait. Ah bah là, je la comprends parce que franchement, dormir avec quelqu'un qui ronfle la nuit, comment dire que le sommeil, c'est ultra important dans la vie. Et si ton sommeil il est bousillé parce que tu as ton compagnon qui est en train de ronfler comme un charretier, franchement, ça le fait pas, quoi. Et là, c'est intéressant parce que au début, avant la disparition, c'est elle qui dormait dans le canapé-lit, dans le canapé du salon, et avant, c'était lui. Et je me souviens des avocats de la défense qui avaient reproché justement à l'ex-procureur la semaine dernière d'avoir dit « Ah oui, mais c'est Cédric qui dort sur le canapé. » Non, à l'époque, il dormait... Si, Cédric dormait dans la chambre. À l'époque, effectivement, il dormait sur le canapé du salon, et ensuite, c'est lui qui a dormi dans la chambre. Mais bon, c'était pinaillé pour des détails. Je reprends. Avez-vous parlé du divorce avec Cédric? Oui, car quand Delphine était chez moi, il lui envoyait des messages pour savoir quand elle allait rentrer. Ça devenait très très lourd pour elle, il la surveillait. Je voulais que les choses s'apaisent. Il vous aurait dit, on ne divorce pas, sinon je vais me pendre. Oui, c'était en octobre ou novembre dernier, 2020. Delphine m'avait dit, ça y est, je l'ai dit à Cédric. Elle était chez moi, elle me racontait. Pardon. Elle avait les yeux larmoyants et se retournait pour que Louis ne la voie pas. Elle lui a dit « Je veux divorcer » et lui a répondu « Non, et puisque c'est ça, je vais me pendre », qu'il faisait le geste, il mimait les gestes. Saviez-vous qu'elle avait une relation extra-conjugale? Lors de la nuit des étoiles, je crois que c'était en août 2020, elle avait dit à Cédric qu'elle était avec moi, alors que ce n'était pas le cas.
Cédric m'avait appelé pour savoir où elle était. J'ai dû la couvrir. Delphine a fini par me dire qu'elle avait un confident qui vivait à 1 heure de route. Je lui ai dit que je ne voulais pas savoir. Je lui ai quand même demandé si elle l'avait déjà vu et elle m'a répondu oui. Cédric m'avait aussi posé la question plusieurs fois. Plus tard, Cédric m'a dit clairement « Delphine a un amant ». Elle m'a demandé de rapporter ce que je pouvais savoir. Je lui ai dit non car Delphine était mon amie. Un jour, on est sur le parking de l'école. Je discute avec Cédric. Je lui dis qu'il faut accepter cette séparation. Il pleure, il me dit qu'il l'aime. Et là, un masque se pose sur son visage. Il sèche ses larmes et il dit « Si elle a un amant, je lui ferai à l'envers ». Bon, bah ça, c'est ce qu'on avait déjà entendu, hein, c'est-à-dire que les mois précédant la disparition Delphine, voilà, il la menaçait, il lui faisait des menaces de MORT, etc. Bon, c'est pas, voilà, des intimidations. J'ai terminé la conversation pour ne pas risquer de trahir Delphine. Évoque-t-il le fait qu'il a pu la surprendre en train d'envoyer des photos à un homme? Non, ça c'est plus tard. Ça, il me l'a dit le matin de la disparition de Delphine. Vous avez partagé un temps avec elle dans la matinée du 15 décembre, donc la veille de sa disparition. Oui, on a bu un café, on a discuté de la banque. Ah oui, c'était elle, je crois, l'amie avec laquelle elle a passé une partie de sa journée avant la nuit de sa disparition. Donc je reprends. On a bu un café, on a discuté de la banque. Elle y était allée pour protéger son compte, pour que Cédric n'y ait pas accès. Oui, c'est là qu'elle a fait changer ses codes de carte bleue pour que Cédric ne ponctionne plus l'argent sur leur compte commun. Elle a dit qu'elle venait d'aller chercher les chèques cadeaux de son travail et on a assisté au premier pas d'Elia. On a passé 1 heure ensemble. Elle était dans un bon état d'esprit. Elle s'envole, même si je perçois qu'à la maison, c'est difficile. Vous souvenez-vous de sa tenue vestimentaire ce jour-là? Pour moi, elle avait ses bottes en daim, fines, un jean, un pull camel rouille et sa veste en laine couleur marron. Une photo de la maison de Delphine est projetée. On voit que la veste en question est restée chez elle lors de sa disparition. La présidente reprend. Vous avez dit qu'elle ne portait pas souvent sa doudoune blanche. Oui. Et le soir, elle était habillée comment? De façon générale, comme dans la journée, avec ses lentilles. Elle mettait ses lunettes après sa douche en toute fin de soirée. Les fameuses lunettes dont on a retrouvé une branche cassée. Et qui ont été retrouvées, je crois, sur le comptoir de la cuisine. Et donc, qui sont inutilisables et... ils pensent que les lunettes ont reçu un coup de l'extérieur vers l'intérieur, comme s'il y avait eu une grosse baffe de données. Donc je reprends. Il s'agit pour l'instant du témoignage le plus à charge que nous avons entendu. On comprend avec plus de précision le climat délétère qui régnait au sein du couple en fin d'année 2020. Il est sous-entendu que Cédric est alors psychologiquement sur un fil. Ouais. Le sens de stationnement du véhicule, il y a même eu une dispute car sa voiture ne démarrait pas bien. Cédric lui avait dit « Tu n'as qu'à te garer dans le sens de la descente. Tu pourras faire une roue libre et allumer le moteur descendant. » Comme par hasard. Parce qu'elle, je crois qu'elle avait l'habitude de se garer, donc c'est encore la problématique de la voiture. C'est-à-dire, je crois qu'elle se garait toujours capot vers le haut de façon à pouvoir sortir la poussette plus facilement sur la partie goudronnée, tandis que si elle s'était garée en descente capot vers le bas, et bien du coup, la portière, là où il y a la poussette, aurait donné sur un terrain en pente. Donc c'est pour ça qu'elle se garait toujours capot vers le haut, apparemment. Et lui, comme par hasard, il lui suggère de se garer dans le sens de la descente. Donc capot vers le bas, j'imagine. Je reprends. Il faut mettre cette réponse en parallèle des déclarations de Jennifer, la dernière petite amie de Delphine, qui dit avoir eu des aveux de ce dernier. Elle dit que Cédric n'a pas allumé le moteur de sa voiture dans la descente lorsqu'il serait parti cacher le corps de Delphine. Ah oui, d'accord. Ouais. La témoin ajoute, le 15 décembre, le véhicule est garé dans le sens de la montée. Je le sais car quand je l'ai vu, j'ai failli écraser son chien.
D'accord, donc elle était garée capot vers le haut. Par qui avez-vous appris la disparition? Par la gendarme qui me réveille aux alentours de 5h30. Je dormais avec mon fils qui avait des problèmes de sommeil. Mon téléphone était sur sonnerie. Je décroche sans regarder qui c'est. J'entends que c'est la gendarmerie. On me demande si je connais Delphine et si je sais où elle est. J'ai répondu au City Stade car je n'avais pas rassemblé mes idées. Je lui dis qu'elle travaille de nuit, qu'elle est en train de se séparer. Je n'affirme pas qu'elle est partie sortir les chiens. Je me dis qu'elle est avec son amant. Je me dis qu'elle a pu prendre les chiens pour prétexte. Alors qu'on sait que le soir, elle n'avait jamais l'habitude de sortir les chiens. Peut-être qu'elle les sortait dans la journée, mais en tout cas, le soir, c'était toujours Cédric qu'on voyait dans la résidence sortir les chiens, comme le confirment plusieurs témoignages du voisinage. Donc je reprends. Vous avez eu des échanges avec Cédric le matin du 16 décembre. Oui, il y a eu un appel téléphonique où il me dit « Delphine a envoyé une photo d'elle à un type, je l'ai grillé ». La présidente lit les messages. Cédric écrit « Hier, ça allait, on a même fait un câlin dans le lit. La petite m'a réveillée vers 4h, depuis je la cherche. Ma femme n'est pas là, je me fais grave des soucis. » Ouais, bien sûr. Il écrit encore « On passait encore des bons moments ensemble. La semaine dernière, on a couché ensemble. Elle m'a réveillée en pleine nuit. Elle m'a astiqué le poireau. » Toujours dans la vulgarité et la finesse, et en plus c'est totalement faux parce qu'apparemment ils n'avaient plus de relation depuis un bon bout de temps. Hein. Mais bon, il reste fidèle à lui-même. Hein. Il écrit « Les gendarmes ont fait le tour de la maison. Ils sont dans le village. Je suis grave inquiet, je pète les plombs. Putain, elle ne répond pas au téléphone. Je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, ça l'aurait fait revenir, non ?» La présidente reprend le fil des questions. Vous lui demandez s'ils se sont disputés. Pourquoi? Ils sont en train de se séparer. Je sais que c'est conflictuel entre eux. Vous interrogez sur le câlin? Delphine m'avait dit qu'il venait la faire chier le soir et qu'il n'y avait plus de relation entre eux. Alors ça m'a interrogée. Vous pensiez qu'elle a pu aller marcher? Non. À ce moment-là, je pense qu'elle n'est pas seule. Je pense qu'elle a rejoint son amant. J'ai dit à mon ami de regarder les voitures dans lesquelles il y avait de la buée en espérant la retrouver. Quand vous l'avez vue ensuite? En parlant de Cédric. Il a pleuré devant moi, mais je ne sais plus ce qu'il m'a sorti. Il me semble qu'il m'explique ce qu'il a raconté à Louis et Elia. L'amant, vous le connaissiez? Absolument pas. Je suis rentrée en contact avec lui ensuite. J'ai passé une période à ne plus lui parler. Il n'arrêtait pas de m'écrire. Les gendarmes m'ont demandé de continuer à lui parler. L'avocat général a la parole. Les gendarmes ont rédigé un procès-verbal où vous dites qu'il lui arrivait de se balader à pied la nuit. C'est pour couvrir Delphine quant à son amant? Oui. Vous avez dit « elle s'envole ». Oui. Elle avait un amant, elle ne voulait plus de sa situation actuelle. Elle était heureuse? Oui, tout à fait. Donc je reprends. Alors je ne peux pas m'empêcher de jeter un œil sur les tweets de Juliette Campion parce que c'est un petit peu plus, on va dire, détaillé. Alors où j'en étais déjà? Ouais, donc je reprends le témoignage de Anne, donc l'amie de Delphine, et je vais reprendre quelques tweets de Juliette Campion que je trouve intéressants. Alors, Anne affirme que Delphine Jubilard n'avait pas du tout l'habitude de sortir ses deux charpets. Sous-entendu, elle ne les aurait certainement pas sortis le soir de sa disparition en pleine nuit d'hiver dans le froid. Et ça, c'est un témoignage qui est corroboré par ce que dit le voisinage. Donc après une pause d'audience, on entame les questions du ministère public. Vous étiez probablement la personne la plus proche de Delphine aux Aguel. Mais vous étiez aussi proche de Cédric, alors que beaucoup de personnes avaient du mal avec Cédric, relève l'avocat général. Oui, tout à fait, je suis proche des deux. Je ne suis pas là pour juger avec qui Delphine est. Du coup, je côtoie le couple dans son entier, confirme Anne à la barre d'un ton posé. L'avocat général interroge sur la journée du 15 décembre 2020. Lorsqu'Elia, la fille du couple, fait ses premiers pas. Anne se souvient effectivement d'un moment très émouvant. La petite avait marché environ 1,50 m pour rejoindre sa mère. Le magistrat lui demande comment Cédric Jubilard a pu griller son épouse comme il l'a dit à Anne. Concernant la relation extra-conjugale de celle-ci, je me suis posé longuement cette question. Dans la configuration de la maison, donc ça c'est ce que je lisais, c'est le tweet que je lisais tout à l'heure du nouveau détective qui en a parlé, il y a un mur derrière le canapé.
avec des ouvertures. J'ai pensé qu'il aurait pu regarder par-dessus son épaule, mais je n'ai aucune certitude de ça, rétorque la partie civile. Il peut avoir vu le code qu'elle faisait, lui demande l'avocat général, Pierre Aurignac. Tout à fait, répond Anne, sous-entendu. Il aurait pu déverrouiller, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, il aurait pu déverrouiller le téléphone de son épouse la nuit des faits. Et les experts ont montré que le téléphone a été déverrouillé à 6h52 manuellement. Ouais, à 6h52 du matin. Voilà. Donc je continue. Cédric Jubilard a dit que c'était Delphine qui portait la culotte à la maison et que lui était un peu soumis. Vous êtes l'amie la plus proche du couple. Qu'est-ce que vous en pensez? Questionne l'avocat général. C'est pas du tout ça. Pour moi, Cédric prend toute la place, comme à son habitude. Et Delphine, non, je ne suis pas d'accord, balaye Anne. Le magistrat la réinterroge sur le sens dans lequel sa voiture était garée. Elle était dans le sens de la montée le 15 décembre 2020. Concernant l'acceptation du divorce, on nous a dit qu'il l'acceptait, qu'il était allé voir un avocat. Donc là, je reprends le trait du nouveau détective. Ça sert à rien, je vais m'emmêler les pinceaux, en fait, tant pis. Là, aujourd'hui, je vais uniquement être focus sur les postes du nouveau détective. Et puis, peut-être que les jours prochains, j'alternerai. Mais sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, je reprends. Sur l'acceptation du divorce, on nous a dit qu'il l'acceptait, qu'il était allé voir un avocat, qu'il parlait de garde alternée. Qu'en pensez-vous? Quand je discutais avec Delphine, je comprenais qu'il n'acceptait pas de divorcer. Sur le sens de la voiture, la nuit des faits, car la voiture aurait pu bouger pendant la nuit. Moi, j'ai vu qu'elle était garée dans le sens de la montée, donc capot vers le haut. Un capot vers le bas, capot vers le haut, on ne sait plus. Non, en fait, Delphine, donc je disais, elle a l'habitude d'avoir un capot vers le haut pour pouvoir sortir plus facilement la poussette sur la route. Tandis que de l'autre côté, si elle a garé capot vers le bas, la portière où il y a donnerait en fait sur un terrain qui est en pente, donc ça va pas. Donc moi j'ai vu qu'elle était garée dans le sens de la montée, elle faisait toujours ça pour sortir sa fille. Et j'ai vu sa chienne qui a traversé devant moi pour aller à sa voiture. On a parlé du téléphone de Delphine. Oui, elle avait un schéma pour le déverrouiller et l'empreinte. Je suis sûre de l'empreinte. Ouais. Enfin, pardon, mais quand tu déverrouilles un téléphone, soit tu utilises son empreinte, soit de la reconnaissance faciale, soit tu as un code où tu fais un zigzag, là, un schéma, machin, mais tu fais pas les deux. Donc c'est sûr que si Cédric a vu son code ou son schéma, il l'a reconnu après, pour déverrouiller manuellement. Une avocate de partie civile demande: le 16 décembre, vous avez Cédric au téléphone. Quelle est son attitude? Il parle très vite. Il me dit qu'il a grillé Delphine. Il dit que c'est elle qui est en tort. Il est un peu nonchalant. Cet appel m'insupporte. Ah oui, c'est-à-dire sa femme vient de disparaître et lui, tout ce qui l'intéresse, il est encore dans le ressentiment en disant « Ouais, j'ai grillé Delphine » au lieu de s'inquiéter de sa disparition. C'est vrai que c'est pas très logique. Et lors de la battue, il est complètement détaché. Vous dites que tout ce qu'il faisait était faux, y compris pleurer. Réponse oui. Anne confirme par ailleurs que la charnière des lunettes de Delphine Jubilard n'était pas cassée, alors que les lunettes ont été retrouvées cassées en plusieurs morceaux au domicile du couple. C'est-à-dire qu'en fait, sa paire de lunettes au niveau de la charnière, je pense que c'est au niveau de ça, là, c'était abîmé, mais c'était pas complètement cassé. Et après sa disparition, ils ont retrouvé la lunette, les lunettes complètement cassées. Donc effectivement, il s'est passé quelque chose, visiblement. C'est pas juste le résultat de l'usure de la paire de lunettes. Donc je continue. Avez-vous vu de la violence sur Louis? Oui. Un jour, il a voulu le frapper avec un câble électrique. Un soir, il a mis une fesse nue devant l'école. C'est de la maltraitance sur enfant. Delphine m'avait dit qu'elle avait obtenu de Cédric que cela ne se reproduirait plus. Ah ouais, non, mais là,
On n'est pas juste sur un père un peu sévère. C'était un mec, en fait, qui maltraitait son fils, hein, carrément. Le jour de la battue également, Cédric Jubilard lui est apparu complètement détaché. Tout ce qu'il pouvait faire semblait faux, y compris pleurer, a-t-elle dit en audition. Et lorsqu'elle relate les scènes de violence de Cédric Jubilard sur son fils, notamment donc cette fois où il avait voulu s'en prendre à lui avec un morceau de câble électrique, elle l'avait arrêté, pas de correction comme ça chez moi. Ouais, c'est bien beau de dire pas de correction comme ça chez moi, mais peut-être que quelqu'un aurait dû alerter les services de l'enfance, parce que là, clairement, c'est de la maltraitance, en fait. Donc là, on entend Maître Decaune, un avocat des parties civiles, qui avance une théorie sur le positionnement de la voiture, de pourquoi Delphine, qui a l'habitude de se garer capot vers le haut, et qu'on a retrouvé la voiture, après sa disparition, garée capot vers le bas. Il avance. Cédric fumait et Delphine non. La vitre a été retrouvée entrouverte. On peut supposer que Cédric a pu conduire en dernier la voiture pour fumer. Parce que je rappelle qu'il avait... je ne sais pas s'il avait son permis. Ou il avait plus son permis. Ouais, c'est plutôt ça, je pense qu'il avait plus son permis. Et où il n'avait pas son permis, je ne sais plus trop. En tout cas, lui, il avait une voiture, c'est une épave. Hein. C'est une épave à 4 roues qui était garée devant chez eux, hein, dans la descente de garage et qui bougeait jamais. Et il y avait la voiture de Delphine, qui, bien qu'il n'ait plus ou pas le permis, ne l'empêchait pas de la conduire parfois à certains moments. Hein. Vous étiez très en contact avec Delphine. Donc ça, c'est Maître Batti qui prend la parole. Vous avez vu, aperçu ou entendu une attirance vers une religion? Absolument pas. Donc là, je pense qu'il fait référence aux propos de Cédric, que Cédric avait tenu à l'audience la veille, hein, quand il dit oui, voilà, elle serait partie faire le djihad, elle aurait été embrigadée par les témoins de Jéhovah, tout ça parce qu'il avait retrouvé un fascicule à la maison et qu'il l'aurait vu prier sur un canapé. Enfin, bon, bref. Il n'y a que lui qui soutient cette hypothèse, totalement farfelue. Donc, retour sur le témoignage d'Anne. Comme bien d'autres témoins et parties civiles, elle relate des scènes de violence de Cédric sur son fils. Bon, ça, je l'ai déjà lu, donc la scène du câble électrique. Le petit aurait également été mis à genoux devant l'école et aurait reçu une fessée cul nu. Comment qualifieriez-vous, je vais pas y arriver. Comment qualifieriez-vous ces violences? Lui demande l'avocate des parties civiles, qui est vraisemblablement une collaboratrice de Malika Ashmani, l'avocate qui représente les enfants. C'est de la maltraitance sur enfants, lâche Anne. Delphine m'a dit juste avant de disparaître qu'elle avait obtenu de Cédric que cela ne se reproduirait plus, ajoute-t-elle, gagnée par l'émotion. Donc, intervention de Maître Rongier, un des avocats des parties civiles. Cédric Jubilard a-t-il orienté les recherches? Oui, et il n'était pas du tout coopératif, car il disait tout et son contraire tout au long de l'enquête. Tiens donc. Maître Boguet questionne, donc avocat des parties civiles. Quand elle disparaît, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est qu'il y a eu une dispute? Oui, car c'était très tendu entre eux. Il se met hors de cause immédiatement. Oui, je ne le trouve pas adapté à la situation. Ok. Côté partie civile toujours, donc ça je l'avais déjà dit, parce que je lorgne du côté des postes de Juliette Campion également pour voir si elle donne pas d'autres détails. Donc c'est pour ça que ça fait des redites. Mourad Batik demande à Anne si elle a déjà vu Delphine Jubilard prier. Ça n'existe pas. Alors elle est carrément catégorique. Hein. Ça n'existe pas dans la vie de Delphine, répond Anne du tac au tac. Voilà, ça c'est clair. Précision, il s'agissait d'une prière musulmane selon l'accusé qui avait donc émis l'hypothèse que son épouse aurait pu partir, faire le djihad. Oui, bah on y croit tous, hein, évidemment. C'est évident. C'est-à-dire, en fait, si on la trouve pas, c'est parce qu'elle est partie volontairement faire le djihad. Enfin, franchement, pourquoi chercher plus loin, hein? Donc, retour sur les interrogations de Maître Boguet, avocat des parties civiles.
Une petite musique consiste à suspecter des connivences avec les enquêteurs. On ne vous souffle pas le sens du véhicule? Non, je ne comprends pas l'importance de cet élément quand je le dis aux gendarmes sur le moment. Ah oui, évidemment qu'elle ne comprend pas, donc elle n'a aucune raison de mentir. Oui, la voiture était bien capot vers le haut. Et oui, après la disparition de Delphine, la voiture était bien garée capot vers le bas. Ça, c'est un fait. Et ça laisse évidemment supposer que la voiture a été conduite par quelqu'un dans la nuit. Le ton d'Anne se durcit peu à peu concernant Cédric Jubilard. Elle assure qu'il accumulait les mensonges et qu'il était capable de dire tout et son contraire. Ben ça, on avait bien remarqué quand il fait les déclarations à l'emporte-pièce, où il dit qu'il a zigouillé sa femme, qu'il a enterré, souvenez-vous, dans une grange brûlée, enfin dans une ferme qui avait été incendiée, et que voilà. Donc ça, il l'avait dit à sa première ex-compagne qui s'appelait, je sais plus comment d'ailleurs, Séverine, je sais plus. Et son co-détenu, le Corse. Ensuite, il donne un autre son de cloche à sa dernière petite amie en date, la Jennifer, je crois qu'elle s'appelle, où il dit, je l'ai pas enterrée, mais je l'ai recouverte au niveau d'un champ agricole à proximité d'un chantier où j'ai travaillé en tant qu'intérimaire. Enfin, il dit tout et son contraire, en fait. Mais à part ça, faut pas le soupçonner parce qu'il y est pour rien. Il y est pour rien, mais ça l'empêche pas de claironner sur tous les toits qu'il s'est débarrassé du corps de Delphine. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Enfin, j'ai l'impression réellement qu'il se fiche de la gueule du monde. On va pas se cacher là, à ce niveau-là. Donc Anne continue son témoignage. Elle affirme avoir entendu le 17 décembre 2020, donc après la disparition de Delphine, le lendemain de la disparition de Delphine, échanger avec une femme qu'il connaissait. Celle-ci lui parle des chiens et lui aurait rétorqué « Ah, on est bien d'accord qu'elle ne sortait pas les chiens », alors qu'il a affirmé le contraire aux enquêteurs, puisque tout le voisinage s'accorde à dire que Delphine ne sortait jamais le soir pour promener les chiens, que c'était toujours lui qui s'en occupait. Pauline Rongier l'interroge sur le comportement de Cédric Jubilard pendant l'enquête. Il n'est pas du tout coopératif. Pour moi, il dit tout et son contraire tout au long de l'enquête. Voilà. Concernant le sens du véhicule, sur l'importance de cet élément, l'avocate d'Anne lui fait préciser « Depuis la disparition, mon quotidien n'est plus du tout le même. Mes enfants n'ont plus la même vie. Je suis harcelée. Je reçois même des menaces de mort. J'ai retrouvé mes pneus crevés, c'est insoutenable au quotidien. » Donc, en fait, elle témoigne contre Cédric, enfin, elle dit ce qu'elle a vécu, clairement. Et il y en a qui trouvent rien de mieux, en fait, que de la menacer de mort pour défendre Cédric. C'est quand même hallucinant. Les gens, ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Ils connaissent pas le fin mot de l'histoire, ils connaissent pas la vérité. Et ils se permettent en fait d'attaquer des gens qui ne font que témoigner, relater ce qu'ils ont réellement vécu. Je trouve ça incroyable. Un des avocats de la défense, donc Maître Martin, prend la parole. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que vous avez vu votre meilleure amie devant l'école à 16h30 et pas devant chez elle plus tard. Je n'ai pas attaché d'importance à l'avoir croisée. C'est capital pour l'enquête, point d'exclamation. Je comprends pas où il veut en venir. Je comprends pas pourquoi vous dites que vous avez vu votre meilleure amie. Ouais. Quand vous êtes devant la maison, vous lui parlez? Oui, je lui dis que j'ai failli écraser son chien. C'est quand même un élément important que vous ne donnez pas aux gendarmes. Vous n'en parlez jamais, vous ne le dites qu'aujourd'hui. Maître Martin se débat avec ce témoin, mais pour l'instant ses arguments semblent ne pas prendre. Tiens. Anne a réponse à toutes ces questions.
C'est bien, Anne, te laisse pas désarçonner. Hein. Maître Franck prend la suite. Concevez-vous que vous avez parfois une reconstruction des choses? Il est humain de parfois interpréter ses souvenirs. Non, si je ne sais pas quelque chose, je ne le dis pas. Et toc! Mais sur la phrase « si elle a un amant, je lui ferai à l'envers ». À l'époque, vous disiez « il parlait de la maison et des biens matériels ». Vous saviez de quoi il parle? Non, c'était mon ressenti sur tout ça. Donc évidemment, hein, les avocats de la défense, ils sont dans la posture de défendre Jubilard, donc du coup, ils essaient de la piéger. Hein. C'est classique, hein, j'ai envie de dire. Et sur « j'ai grillé Delphine avec la photo », à l'époque vous dites qu'il ne dit pas quand et aujourd'hui vous dites que c'est la nuit des faits. Oui. Cédric Jubilard a pu nous dire « moi, elle décidait les choses et je suivais ». Vous êtes d'accord avec ça? Non. Vous disiez l'inverse, il ne prenait pas de décision sans elle, il disait « vois avec Delph ». On sait qu'à partir de 5h39, vous allez essayer de l'appeler. Ensuite, vous ne l'appelez plus de la journée. Pourquoi? Car son téléphone est directement sur répondeur. Bonne réponse. C'est important de lui dire, car quand Cédric Jubilard dit la même chose, on lui reproche. Bah ouais, parce que si c'est lui en fait qui a éteint le téléphone, il sait que le portable de Delphine est sur répondeur. Super. On en arrive au 15 décembre. Vous êtes entendu 4 fois. Vous ne dites pas avoir vu Delphine devant la maison. Il faudra attendre la 5e audition, dit encore l'avocate. Elle ajoute « Je ne comprends pas pourquoi, le 2 mars, vous faites le trajet de Delphine avec les gendarmes. Jusqu'avant ce trajet, vous ne dites jamais l'avoir croisée garée vers le haut. Ils ont dû s'apercevoir que ça existait. Non, personne ne parle de vous à ce sujet. Cependant, on sait qu'il n'y a rien, plus d'écho téléphonique sur la période où les gendarmes vous demandent de venir acter le sens du véhicule sur procès-verbal. Maître Franck estime que le fait que la témoin ait pu croiser Delphine devant chez elle est illogique. Delphine aurait pris le chemin le moins direct pour aller chez elle, et vous, pour la croiser, vous auriez aussi pris le chemin moins direct pour rentrer chez vous. Me confirmez-vous que lors de la reconstitution, vous vous êtes trompé de place où sa voiture était garée? Oui, mais moi, quand je suis dans ma voiture, je ne vois pas les places peintes au sol. Entre parenthèses, on ne sait pas si la thèse de Maître Franck convainc les jurés. Pour ma part, et là c'est le nouveau détective qui parle, j'ai l'impression qu'elle parvient au moins à minima à sauver les meubles. Donc l'audience est suspendue jusqu'à 14h. Reprise de l'audience. Une infirmière collègue de travail de Delphine se présente devant la cour. J'étais collègue de Delphine, nous avons travaillé dans le même service pendant presque 3 ans. Les gendarmes m'avaient demandé ce qu'elle avait comme voiture, c'était une Peugeot. Si elle mettait ses lunettes, oui, il lui arrivait de les mettre. On m'a demandé si elle avait changé, j'avais dit qu'elle restait semblable à elle-même. Delphine n'était pas la plus courageuse du service quand elle se déplaçait de nuit, elle laissait toujours une lumière allumée. Donc ça, c'est pour faire référence au fait que bon voilà, Cédric soutient que Delphine sortait le chien le soir, alors que tous les témoignages du voisinage indiquent le contraire, que c'était lui qui le faisait, et que apparemment elle avait peur la nuit. Donc elle n'avait aucune raison de sortir la nuit comme ça, sans ses... Enfin, je sais pas, tu sors, tu veux te barrer, tu prends pas tes papiers, tu prends pas ton portable, tu prends pas ta carte bleue, tu prends rien, comme ça. Tu prends même pas ta veste, voilà, c'est... bon. Bref, je vous laisse en tirer les conclusions, enfin, pensez ce que vous voulez. C'est juste un état de fait. Hein. Donc je reprends. Delphine n'était pas la plus courageuse du service. Quand elle se déplaçait de nuit, elle laissait toujours une lumière allumée. Maître de Caunes, partie civile. Vous dites qu'elle était réservée et très joviale. Elle était la première avec qui plaisanter en salle de pause à danser. Mais elle ne s'étendait pas sur sa vie personnelle. Maître Franck tacle maître Batik qui vient de poser des questions sur la religion. C'était mieux quand il n'était pas là la semaine dernière. Okay. Pour rappel, Cédric Jubilard a pu dire avoir vu Delphine Jubilard prier sur son canapé. Il a pu évoquer la possibilité qu'elle soit partie dans une secte des témoins de Jéhovah ou faire le djihad. Maître Batik ne cesse de poser des questions à ce sujet. Maître Franck demande
Vous n'avez jamais senti de gêne de la part de Delphine en se changeant comme si elle voulait cacher des traces de coups? Non, il n'y avait rien de flagrant. La DRH de la clinique Claude Bernard, où travaillait Delphine, est entendue. Je ne connais pas tous les salariés individuellement, je peux seulement vous parler de son dossier administratif. Elle est entrée à la clinique en 2009, elle a commencé comme remplaçante, puis elle a intégré le service médecine polyvalente. Elle était très satisfaite de travailler dans ce service. Elle collaborait avec son équipe. Son rythme de travail, elle travaillait de nuit de 19h à 7h15. Elle travaillait en cycle de 3 jours pour 2 jours de repos. Elle a fait un petit mois à temps partiel, mais 1 mois avant sa disparition, elle était passée à temps complet. Elle avait eu une augmentation. Oui, suite à son entretien annuel, elle avait été valorisée. Elle était passée technicienne niveau B. Elle gagnait 8 euros de brut, 8 euros brut par mois de plus. Ah ouais, c'est une sacrée augmentation. Enfin, petit aparté, 8 euros brut, donc je sais pas, en net dans les 4 balles. Sacrée augmentation. C'est vrai que... Bref, c'est encore un autre sujet, ça, mais... Tu vois, les augmentations des salariés, tu poses des questions des fois. Hein. Alors, c'est au tour de l'institutrice de Louis en 2020 de témoigner. C'était l'année du confinement, donc j'ai vu cette famille jusqu'au mois de mars et au mois de juin. Je voyais surtout Madame Jubilard. C'est elle qui s'occupait de la scolarité des enfants. Les seuls échanges que j'ai eus avec Cédric, c'était au sujet d'un quoi? D'un livre de la bibliothèque à rendre. Il m'a dit de voir avec sa femme que lui ne s'occupait pas de ça. Merci la charge mentale. Hein. Encore une fois, là, dans le couple, il semblerait que tout ce qui était scolarité, vie des enfants, incombait en totalité à Delphine. Une fois, en juin, Louis m'a dit qu'il avait peur de son papa quand il se mettait en colère contre sa sœur. La présidente demande « Aviez-vous pu soupçonner qu'il ait pu subir des violences ?» Non, je n'ai jamais vu la moindre trace de coup, et Louis n'en a jamais parlé. Il n'avait pas non plus de comportement inadapté. Une autre enseignante est à la barre. Elle avait Louis en classe sur l'année 2020-2021, donc au moment de la disparition. La précédente l'a eu en cours l'année d'avant. À cette époque-là, Louis était au CP. Sa mère venait le chercher à l'école. Je l'ai eu au téléphone début décembre 2020. Comme je faisais avec tous les parents lors de cet échange, elle m'a dit qu'elle allait se séparer de son mari. Ah oui, elle en avait même informé l'école, donc ça devenait de plus en plus officiel. Avant la disparition, sa mère venait le chercher. Après, c'était son père et sa grand-mère. Il venait parfois à la garderie aussi le soir. Il mangeait à la cantine. Il était curieux, vif et attachant. A-t-il pu parler de violence de son père? Non. Mais une fois à 16h30, il a dit à une collègue qu'il espérait que son papa ne vienne pas le récupérer, car il n'était pas gentil, et il disait « Papa ne finit jamais les travaux ». Ouais, j'imagine en référence aux travaux dans la maison. Comment était-il après la disparition de sa maman? Il ne pleurait pas, mais il arrivait de dire qu'il était triste, que sa maman n'avait pas eu une bonne idée en partant se promener dans la forêt. Ouais, parce que ça, c'est ce que Cédric a dit à son fils. Il a dit après la disparition que sa maman était partie se promener en forêt puis qu'on ne sait pas trop ce qui lui était arrivé ensuite. La belle-mère de la sœur de Delphine Jubilard est devant les jurés, donc la mère de Cédric, j'imagine. C'est une ancienne militaire. Je connaissais Delphine dans un cadre familial, j'ai côtoyé Delphine et Cédric dans ce cadre. Ah non, attends, pardon, pas la belle-mère, la belle-sœur de la sœur de Delphine Jubilard. Ok. J'ai côtoyé Delphine et Cédric dans ce cas. Dans les premières années de leur couple, il y avait de la complicité. Dans les dernières années, Cédric Jubilard était très nerveux. Delphine était quant à elle très rayonnante. Quand j'entends qu'elle aurait pu partir, c'est impossible. Je suis convaincue que c'est Cédric Jubilard. Ah là, elle le dit clairement. Alors elle fait pas dans la dentelle. Hein. Elle dit droit au but ce qu'elle pense. Hein. Au moins, c'est clair. Elle dit « Je suis convaincue que c'est Cédric Jubilard qui a fait disparaître Delphine », tranche le témoin. Maître Martin interroge « Vous avez dit que c'est sûr que c'est lui qui a tué Delphine. C'est une conviction que vous avez ?»« Oui. »« Mais c'est une construction intellectuelle ?»« Non. Je suis convaincue que c'est lui. Il n'y a pas d'autre piste. Son mari était agressif. Elle payait tout à la maison. Vous croyez qu'elle n'avait que ça à faire de disparaître? Sérieusement? Ça reste votre conviction. »
Une autre femme se présente à la barre. Elle a 35 ans. Elle est très stressée. La présidente la rassure en lui disant « ça va bien se passer ». J'ai connu Delphine et Cédric à l'école car nos enfants étaient ensemble à Cagnac-les-Mines. Une amitié s'est créée. Vous partagiez quoi avec eux? L'association de parents d'élèves nous a beaucoup rassemblés. Cédric en faisait partie et moi aussi. On allait mettre de la publicité pour les vides-greniers. Delphine, je la voyais le matin à l'école. Nos enfants ont aussi fait du judo ensemble. Avez-vous trouvé que Delphine paraissait changer? Oui, elle m'avait annoncé sa séparation. Donc en fait, elle a annoncé sa séparation un peu à tout le monde, hein, son entourage, à certains membres de sa famille, à des amis, à l'école. Ça prenait forme, hein, ça se concrétisait. Elle disait qu'elle cherchait un logement, qu'elle devait rencontrer un avocat pour leur maison et leur divorce. Elle me parlait d'une possible garde alternée. Vous a-t-elle dit pourquoi elle allait se séparer? Elle disait qu'elle avait une boule au ventre en rentrant à la maison et qu'elle ne voulait pas donner la même éducation que Cédric a reçue aux enfants. Vous avez dit qu'elle vivait l'enfer à la maison. Oui. Vous l'aviez emmenée, Delphine, à Albi le 3 décembre? Oui, je l'ai vue dans ma rue. Elle m'a dit qu'il fallait qu'elle aille à Albi, mais qu'elle n'avait pas les clés de la voiture, que Cédric avait dû les prendre pour ne pas qu'elle puisse y aller. Alors je l'ai emmenée. Du coup, ça veut dire... ok. Ouais. C'est maintenant au tour de Chloé, une amie de Delphine. J'ai rencontré Delphine à l'aube de mes 12 ans. Nous étions en même classe en 6e. C'était une élève discrète, bien éduquée, elle prenait la vie comme elle vient, elle était très positive, j'étais plus rêveuse. On ne parlait pas de son père, le sujet était sensible, mais Delphine était battante. On s'écrivait beaucoup de mots. Un jour, elle m'a écrit en capitale « Emma, éternellement ma meilleure amie ». Elle pleure. Sa famille vivait dans une barre HLM. Il n'avait pour seul extérieur qu'un balcon. Elle partageait sa chambre avec sa sœur. Ils avaient réellement des difficultés financières. Un jour, je suis allée manger chez elle. Elle m'a dit « Tu vas voir ma mère à cuisiner ». Sur la table se trouvait un plat à gratin rempli de raviolis. Son frère les comptait en les mettant dans son assiette. Elle voulait être infirmière péricultrice. Elle voulait un travail, un CDI, un appartement, un mariage et 3 enfants. Peu de temps après, nous nous amourachons de mauvais garçons. Elle, c'est Cédric. Ils avaient des addictions à la marijuana. Elle est restée avec Cédric malgré les remarques de son entourage. Il ment, il te parle mal, il ne te mérite pas. Delphine s'est accrochée, elle tentait de l'aider dans tout. Ils ont fini par prendre un appartement. Un jour, je suis allée dans cet appartement, elle avait tout nettoyé. Il avait ramené tous ses copains de fumette. Elle aimait faire la fête, mais pas cette débauche. Elle a dû arrêter ses études et ne pas devenir puéricultrice car Cédric était bancal et le couple n'avait pas d'argent pour garder l'appartement. Elle a pris un travail de nuit, il se moquait d'elle en lui disant qu'elle n'avait rien à faire. On était enceinte en même temps, elle était très heureuse. Plus tard, je suis allée dans sa maison en travaux. Elle espérait qu'il termine avant la naissance, donc avant la naissance de son fils, donc du premier enfant. Lui n'avait pas changé, il était vantard, il avait des regards appuyés, des blagues douteuses. Delphine méritait mieux. À la naissance de Louis, Delphine était si heureuse. Le temps aurait pu s'arrêter là. On se voyait régulièrement. Pour les 2 ans du petit, on a fait un barbecue. Louis était agité. Cédric l'a attrapé et lui a mis une sacrée torgnole. Il l'a mis au coin. Il l'a laissé 45 minutes. Ouais. Je suis allée voir Delphine pour lui dire de le sortir du coin. Même si elle n'était pas d'accord, elle se rangeait derrière lui. Louis est très speed, mais c'est le reflet d'un enfant qui a subi de la violence. On s'est vu plein de fois, mais à chaque fois, Cédric avait un comportement ignoble. J'ai dit à Delphine que je préférais qu'on se voie sans lui. Un jour, elle est venue chez moi et m'a dit « Désolée, il y a Cédric ». Elle était consciente de la gêne qu'il occasionnait. Elle est tombée enceinte d'Elia, elle était heureuse, mais à 8 mois de grossesse, elle était désespérée car rien n'était prêt pour la naissance. Je suis allée chez elle pour l'aider. Quand je suis arrivée, il y avait un talus à monter, ce n'était pas possible. J'étais en colère que Cédric laisse Delphine dans cette situation. Elle me demanda de ne pas intervenir. Nous avons passé l'après-midi entre rire, espoir et préparation de bébé. Nous sommes partis en week-end avec Delphine et les enfants. On a beaucoup parlé ce week-end. Elle m'a dit que si Cédric ne gardait plus son emploi, c'était fini. Elle avait maigri, repris sa vie en main. Elle était confiante, plus forte.
J'ai pris le temps de parler avec elle. Je lui ai demandé si au moins ils avaient des rapports corrects. Elle m'a dit que non, qu'il ne l'attirait plus. Je lui disais qu'elle méritait de rencontrer quelqu'un de bien. Pendant une nuit, je suis sortie avec ma poussette pour endormir ma fille. Delphine m'a dit « Tu n'es pas folle de partir la nuit toute seule ». Ouais, donc ça aurait été vraiment pas le genre à sortir comme ça en pleine nuit. Hein. Enfin, voilà, d'après tous les témoignages qui ont l'air de concorder. On s'est promis de se refaire un week-end. Plus tard, elle me disait par message que ça n'allait plus du tout avec Cédric. Ensuite, il y a eu le confinement et nous n'avons pas pu nous revoir. Le 17 décembre au matin, mon conjoint était parti. J'ai entendu mon vieux téléphone sonner. Cédric m'appelait. Quand j'ai décroché, il m'a hurlé. « Delphine est chez toi ! Dis-moi que Delphine est chez toi !» Il me hurlait dessus, et quand je lui ai dit non, il s'est calmé. Bah déjà, il avait fait la même chose avec, je crois, un des frères de Delphine, où il avait engueulé par téléphone en disant « Oui, je sais qu'elle est chez toi, je sais qu'elle est chez toi. » J'étais sonnée, effondrée, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. J'étais inquiète. J'ai appelé un ami de mon frère, qui était gendarme. Il m'a dit « Surtout ne fais rien ». Je me disais que c'était impossible. Il y avait un déni collectif. Tout le monde refusait de se dire que Cédric avait dit quelque chose. Nous n'imaginions pas l'ampleur médiatique que tout cela allait prendre. Alors nous sommes allés sur une radio faire un appel à témoins. Aujourd'hui, Delphine est devenue le symbole des féminicides. Alors, je continue. Mon analyse personnelle, elle avait un cœur aimant, elle avait le syndrome de la sauveuse et elle était folle amoureuse de son amant. Elle n'imaginait pas la dangerosité de son mari qui la surveillait chaque jour. Et lui qui risquait de perdre la maison, le symbole de son équilibre, lui qui a eu une enfance ballottée, il a voulu accaparer sa vie jusqu'à la mort. Il avait compris que tout était fini quelque temps plus tôt. C'est là que son plan macabre a commencé à prendre forme. La disparition de Delphine, l'affaire me paraît inaudible. Nous sommes présents car il est accusé de meurtre sur conjoint. Et j'ai la certitude que Cédric a tué Delphine de ses mains. Je voudrais remercier tous les professionnels qui ont mené à bien cette instruction. Je sais à quel point cela a été difficile. On doit la justice à Delphine pour ses enfants, ses frères et sœurs, et tous ceux qui souffrent de son absence. Maître Rongier demande « Vous dites que pour vous cette affaire est inaudible. Que voulez-vous dire par là ? Delphine n'a pas disparu. Elle a été assassinée. Elle n'a pas disparu, ce n'est pas un tour de magie. Elle n'a pas disparu, elle est décédée. Cette audition pourrait être un tournant dans le procès, car pour la première fois, un témoin attaque frontalement Cédric Jubilard. Cette audition pourrait être un tournant dans le procès. Pour la première fois, en effet, un témoin attaque frontalement Cédric Jubilard. À suivre. Un nouveau témoin se présente, c'est une infirmière. J'ai rencontré Delphine au lycée en classe de première. J'ai rencontré Cédric l'année suivante quand ils se sont mis ensemble. Mon conjoint s'entendait très bien avec Cédric Jubilard. J'ai aussi travaillé avec Delphine. Au début, je ne pensais pas que Delphine appréciait les personnes comme Cédric. Il aime être vu, alors qu'elle est discrète, posée. Elle était épanouie avec lui, mais le couple s'est détérioré. Cédric avait la parole vulgaire facile. Il disait beaucoup de mots. Il aimait beaucoup se faire voir, mais pas du bon côté des choses. Delphine était, elle, très à l'écoute. Elle s'exprimait très peu sur sa vie personnelle et de famille. Delphine était une très bonne amie à moi. J'ai été témoin de leur mariage en 2013. Leur couple semble stable, malgré le comportement de Cédric. J'ai d'ailleurs demandé à Delphine plusieurs fois « Mais qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un comme lui ?» Elle me répondait qu'elle l'aimait. J'avais fait une réunion pour vendre de la lingerie. Delphine m'avait acheté de la lingerie fine. Je lui avais dit « Dis donc, avec Cédric, ça va bien ?» Elle ne m'avait pas répondu. Je ne savais pas que son couple était dans la difficulté. Maître Batik interroge. Il y avait un phénomène d'isolement qu'il effectuait sur Delphine. Il était nonchalant avec tout le monde, vulgaire. Il n'était pas apprécié pendant les soirées. À moi, il me faisait des critiques en me disant que j'étais grosse et grande gueule. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Grande gueule. Maître Franck en défense note. Quand vous êtes entendu, vous dites. J'avais l'impression qu'elle était heureuse, épanouie, même si Cédric avait des mots pas attendrissants. Il faisait aussi des démonstrations d'amour. C'était un ange, ce Cédric, un ange. Elle relate. Pour sa demande en mariage, ils étaient au restaurant et au dessert, quand elle a soulevé la cloche, il avait
il y avait un mot avec inscrit « Veux-tu m'épouser » Le témoin répond « Oui, mais c'était leur première année de relation. Après, ce n'était plus du tout le même homme. » Moi, quand j'ai appris qu'elle avait disparu, tout de suite je me suis dit « Ça peut être lui. » Il aimait aussi regarder les affaires criminelles à la télé. Ah oui, ça lui a peut-être donné des idées, hein. Bon, après, tous ceux qui regardent des émissions criminelles, que ce soit sur YouTube ou sur les plateaux télé, ça en fait pas forcément des tueurs en série après, hein. Mais bon, en tout cas, il a pu s'inspirer effectivement des affaires criminelles qu'il a pu regarder, hein. Quand vous êtes entendu, vous dites qu'elle n'avait pas peur de sortir la nuit pour sortir les chiens. Elle n'avait pas peur du noir. Non, elle n'avait pas peur. Une voisine de Delphine et Cédric du temps où ils vivaient à Tarbes, à Arthès, se présente. Je vais relater un fait dont je me souviens particulièrement. C'était un matin, j'avais la fenêtre ouverte. J'ai entendu des gros éclats de voix. Je me suis approchée. Cédric Jubilard disait à sa femme « Mets-toi à genoux, baisse les yeux quand je te parle. » Ah bon. Donc ça, c'est une voisine. Ça s'est arrêté d'un coup. J'ai surveillé qu'elle sorte bien ensuite. J'ai vu le couple sortir. Le lendemain, j'ai pu parler à Delphine. Je lui ai dit « Il serait temps de vous mettre du plomb dans la tête, car je vois que vous attendez un joyeux événement. » Oui, donc on sait qu'il avait un comportement vis-à-vis de Delphine. Déjà, il lui parlait mal, etc. Il lui manquait de respect. Maintenant, est-ce qu'il a déjà levé la main sur elle? Peut-être qu'on va avoir des éléments de réponse par la suite. Pour l'instant, c'est pas avéré, mais en tout cas, il était maltraitant avec ses enfants. Est-ce qu'il a déjà été violent avec Delphine? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. La présidente lui demande « Vous n'avez pas appelé la police ?» Comme je l'ai vu sortir dans la journée, non. Donc là, c'est vraiment symptomatique d'une société où, en fait, les gens sont témoins de maltraitance. Concernant son fils, voilà, plusieurs personnes s'étaient rendues compte de la chose, hein, que ce soit des voisins, que ce soit des amis, des membres de la famille. Personne ne disait rien. Et là, on est un peu dans la même configuration, apparemment. Avez-vous essayé de parler à Delphine ? Je lui ai juste dit de faire attention à elle. Elle a baissé la tête. Maître Martin, vous étiez satisfaite quand ce voisin a déménagé? Ce n'est pas le voisin dont on rêve. La scène que vous avez entendue est unique, oui. Et elle, on ne l'entendait pas du tout? Non. Delphine n'a jamais parlé de cette scène à qui que ce soit. Je peux vous certifier que cette scène a bien eu lieu. Cédric Jubilard est interrogé. Ah, Cédric Jubilard entre en scène. Me confirmez-vous que vous avez été domicilié à Arthès? Tout à fait, de 2010 à 2014, j'ai emménagé à Cagnac en 2014. Vous avez entendu votre ancienne voisine nous faire part de cette scène. Je n'aurais jamais parlé à ma femme comme ça. Ça devait être au chien, mais pas à elle. Brouhaha dans la salle. Oui, donc il aurait dit au chien de se mettre à genoux et de baisser les yeux. Je disais au chien de baisser les yeux quand je le grondais. Et de se mettre à genoux aussi. Et le fait de demander à quelqu'un de se mettre à genoux, justement, c'est ce que je viens de dire, j'aurais plutôt dit coucher. Ouais. C'est un drôle de parallèle, je trouve, entre ça et l'urine, hein, puisqu'il prétend aux gendarmes que c'était l'urine de la chienne, et puis lors de confidence au parloir auprès de sa dernière compagne, enfin compagne entre guillemets, il dit c'est l'urine de Delphine. Il aime bien apparemment comparer sa femme au chien, c'est hallucinant. Bref, alors je reprends. Alors pourquoi votre voisine dirait ça? Elle aussi dit que je jouais au ballon dans la rue et avoir appelé les gendarmes. Mais il n'y a jamais eu de gendarmes. Elle se fait des idées. Vous dites que c'est une menteuse? Au sujet du chien, oui. Maître Batik. Il y en a un des deux qui ment. Mais qui? Je n'ai jamais dit ça à ma femme. Mais quel est l'intérêt pour votre voisine de mentir? J'en sais rien, pour se faire remarquer ou se faire plaindre. Vous n'aimez pas vous faire remarquer. Maître Rongier. Avant de dire que la voisine ment, vous dites que c'était sur le chien. Oui. Et ensuite, vous avez orienté votre réponse en disant « cette scène n'a pas eu lieu ». Tout à fait. Votre voisine a aussi entendu. «
Tu relèveras les yeux quand je te le dirai, conclut l'avocate. Oui. Donc le chien, à moins d'avoir un chien qui a le QI de Frankenstein et qui comprenne ce que ça veut dire, tu relèveras les yeux quand je te le dirai, je pense que c'est pas au chien qui parlait. Hein. Je veux pas m'avancer, mais bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Maître Boguet, le témoin nous parle des chiens qui divaguent avec ce motard qui manque d'aller au tas. J'ai appris à mon chien à ne pas traverser le trottoir, donc ça m'étonne. Elle nous parle aussi que vous avez mis du cambouis sur la façade de sa mère. Ce n'est pas vrai. Donc toute sa déclaration est mensongère. Oui, oui. Alors on ne voit pas son intérêt de venir mentir ici. Je ne sais pas, mais je n'ai jamais fait ça. La témoin revient. Comment imaginer qu'il parle à son chien comme ça? Je suis certaine qu'il ne parlait pas à son chien. Ouais, ça paraît un peu logique. Bon. Maître Franck, comment vous retrouvez-vous dans ce dossier? C'est ma fille qui est venue me dire que Delphine avait disparu sur mon lieu de travail. Elle m'a dit « Il faut que tu racontes la scène qu'il s'est passée. » Le lendemain, la police était là. Vous aviez déjà appelé la police pour tapage nocturne? Et pas là. Comment l'expliquer? L'avez-vous vraiment entendu? Oui, c'était le matin. Non, vous aviez parlé du soir. Je me suis trompée. Voilà, l'audience est suspendue jusqu'à demain. Ben, c'est dommage en fait qu'il y ait une petite hésitation sur quand ça s'est passé le matin ou le soir, parce que ça risque un peu de discréditer son témoignage, voilà, parce que comme les témoins, les avocats de la défense vont, ils vont justement s'attacher sur ces petits détails pour essayer d'insinuer le doute dans l'esprit des jurés. Mais bon, on voit bien quand même la particulière mauvaise foi quand il parlait à son chien. C'est vrai que le chien, tu lui demandes de baisser les yeux, tu lui demandes... Enfin, je sais pas, j'ai même pas besoin de me justifier, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Tu relèveras les yeux quand je te le dirai, voilà, à moins d'avoir un chien... c'est plus un chien que t'as, c'est Franck, enfin, je sais pas, c'est Einstein que t'as, quoi. C'est le chien, il comprend assis, debout, couché. Il y a des chiens particulièrement intelligents, je le concède, mais à ce niveau-là, non. Désolée. Donc, voilà, donc c'était le compte-rendu d'audience du 7e jour du procès, donc de l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2025. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos messages, alors pas des messages de haine, hein, des messages constructifs. Et petite parenthèse à tous ceux qui disent, certains qui disent que je ne suis pas objective, et vous savez quoi, c'est normal, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas journaliste, j'ai pas la prétention non plus de me substituer aux avocats, de me substituer aux magistrats, aux jurés. Je ne fais que donner mon avis, mon ressenti. Ce sont des réacts, comme on dit. Voilà. Donc, ceux à qui ça ne plaît pas, je vous invite à lire directement les tweets et les posts qui sont publiés sur Twitter et vous faire votre propre opinion. Ce sera beaucoup plus simple. Quant aux autres à qui ça a plu, que ça a intéressé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et abonnez-vous, ça m'aide pour l'algorithme. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de compte rendu et d'ici là, affaire à suivre.